Et bonjour tout le monde, bienvenue sur Zuc Raconte. Aujourd'hui, on va parler d'Esteban Ocon. Et comme tu l'as compris, le chemin il va être semé d'embûches. Il va commencer en Normandie, dans une petite ville qui s'appelle Évreux, en 1996. Dès l'âge de ses 4 ans, Esteban va découvrir le karting. Une passion vient de naître. Son père va d'ailleurs le décrire comme un passionné d'essence et chevronné de gaz d'échappement. Ce qui me choque pas trop, étant donné ce qu'il va faire par la suite, faut être un petit peu... Je rappelle quand même que le gars prend plus de 300 km/h sur des circuits. Son père, garagiste, sera depuis le début un pilier dans l'accomplissement de son fils et mettra tout en œuvre pour faire avancer Esteban. Le camion de la famille devient alors une maison pendant les déplacements tout autour de l'Europe. Pas de luxe, uniquement du cœur et de la passion. Rapidement, Esteban va s'imposer comme champion de France minime, cadet, puis junior. Son nom circule partout, croisant la route de futurs pilotes de Formule 1 comme Pierre Gasly ou encore Max Verstappen. Cependant, la famille Ocon va se frotter à des cadors et ils n'auront pas les mêmes moyens. Pendant que le papa s'occupe de la mécanique, Esteban s'occupera uniquement du pilotage. Esteban, après quelques années de karting, va avoir un bon niveau. Et en 2010, il va se confronter à Max Verstappen pendant le championnat KF3. Malheureusement pour Esteban, tout au long de la saison, à la lutte avec Max Verstappen, il finira par plier et c'est le Néerlandais qui s'imposera. Les deux pilotes sont par contre déjà, eux, loin devant tout le monde. C'est vraiment, il y a un championnat pour eux deux et les autres. Retenez bien cette défaite d'Esteban, puisque ça va lui trotter dans la tête. Et Esteban, il aime pas perdre. Après des années de lutte contre des futurs pilotes de Formule 1, même si ça, il le savait pas à l'époque, en 2012, Esteban, ça va lui ouvrir les portes de la monoplace. Et il intègre alors la Formule Renault. Les années 2012 et 2013 seront pour Esteban de bonnes années. Il finira respectivement 7e et 3e du championnat et raflera 2 victoires, quelques podiums et une pole position. Les grosses qualités d'Esteban sont déjà les mêmes qu'aujourd'hui. Combativité et régularité. On pourrait même rajouter maturité du coup pour son âge. Forcément avec des moyens comme ils ont à la famille à l'époque. Et en 2014, changement pour Esteban, qui va intégrer la Prema Power Team en F3 Europe. La Prema Power Team est une écurie qui est quand même assez prestigieuse. Et de surcroît, il va intégrer le programme junior de Lotus F1. Et cette année, elle est vraiment couronnée de succès. Il va tout rafler. En 33 courses, il gagnera 9 fois et fera 21 podiums. Coiffant au poteau d'ailleurs son ami Max Verstappen qu'il a croisé quelques années auparavant. Esteban finira alors logiquement premier, quant à Max Verstappen, lui, finira seulement 3e. Sauf que leurs chemins vont à nouveau se séparer. Évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu, Max, lui, va partir directement de F3 à Formule 1, promu par certains changements en interne chez Red Bull, et il partira chez Toro Rosso. Par contre, Esteban, lui, il va suivre un chemin, on va dire, plus classique et passera à la F3 internationale. Pour l'anecdote, Esteban dira que s'il l'a battu en Formule 3, il pourra toujours le battre en Formule 1. J'aime cette combativité, il a la hargne, le gars. C'est un peu le truc d'Esteban, ça. Super calme en dehors, par contre, derrière un volant, c'est plus le même homme. C'est un tigre. Du coup, si on suit la logique, on est en 2015, et là, Esteban, il va commencer à se frotter à des gros cadors avec la F3 internationale. Et pour le coup, il va signer chez Art Grand Prix. Encore une fois, Esteban va marquer par sa régularité avec un petit record, étant donné qu'il va faire 9 fois 2e au cours de cette saison-là. Et il va taper dans l'œil des recruteurs de Mercedes. Toto Wolff voit déjà en lui un futur grand pilote. Je n'ai pas précisé, mais il a gagné le championnat. Hein. C'est pas vraiment une question. Là. On est en 2016 et Esteban, il intègre donc Mercedes. Et là, forcément, il est pilote de réserve. Donc tout ce qu'il va faire, c'est rester un peu dans les stands, dans les paddocks et puis faire un peu de simulateur. Et il se débrouille plutôt bien à ce truc-là. Comme souvent chez les champions, il faut un petit brin de réussite. Et là, Esteban, il va l'avoir. Sachant qu'il a déjà participé à 4 séances d'essai libre cette saison-là, une opportunité va se présenter en cours de saison. Un pilote de l'écurie Manor qui s'appelle Rio Arianto va être un petit peu écarté. Tu dégages! Et là, on va demander à Esteban de sauter dans la voiture pour aller la piloter. Alors évidemment, c'est une équipe de seconde zone, entre guillemets, c'est une équipe de fond de grille, mais Esteban, ça va lui permettre de se faire ses crocs et du coup, de montrer un peu ce qu'il vaut, tout en enlevant un peu de pression, parce que du coup, la pression du résultat ne va pas forcément être ici. On va pas lui demander d'aller marquer des points avec une équipe de fond de grille. Et là, Esteban, comme j'ai déjà dit précédemment, il va impressionner un petit peu tout le monde avec sa régularité, sa force d'esprit, et son côté combatif. Tout ça dans un calme digne d'Esteban, quoi. C'est pas un mot plus haut que l'autre, tout va bien, conduit la voiture. J'ai regardé un petit peu les résultats qu'il a fait chez Manor. Alors évidemment, il n'a marqué aucun point. Il a fini au mieux à une 12e place. Cependant, on peut voir quand même que, au fur et à mesure des Grands Prix, le gars se rapproche du top 10. Et franchement, Manor, faut voir ce que c'était à l'époque. Hein. C'était une charrette, le truc. Cette bonne moitié de saison, on va dire, va lui ouvrir les portes de Force India en 2017. Et là, pour Esteban, tout s'accélère. Sans mauvais jeu de mots. Il va être avec une équipe qui est capable de marquer des points. Et surtout, il va se confronter à un coéquipier, en la personne de Sergio Pérez, qui est coriace. Pour ceux qui connaissent, Sergio Pérez, ministre de la Défense en 2021, on va dire ça comme ça. Parvenir sur le titre de 2021 de Max Verstappen, ça m'énerve. Le type, il se laisse vraiment pas passer, c'est-à-dire que la défense, c'est son truc, même quitte à te foutre dehors. Et il y a un truc avec Sergio Pérez,
c'est que il lâchera pas. Je sais plus quel pilote disait ça, mais tu sais avec qui tu fais la course. Pour Sergio Pérez, il lâchera pas. Tu sais très bien que si vous devez aller dans le décor tous les deux, ça le dérange pas lui. Et il l'a prouvé plein de fois par la suite. C'est un peu têtu le type. Leur rivalité devient alors explosive. Bakou, Spa ou encore Singapour. Les deux s'accrochent et ne veulent rien lâcher. Mais Ocon tient bon en fermant son caractère et en finissant l'année très proche de Sergio Pérez au championnat. Et malgré tout ça, en 2018, après 2 bonnes saisons passées chez Force India, Esteban ne va pas être reconduit. La faute au rachat de Force India par Lawrence Stroll. Et Lawrence Stroll, il place son fils, quoi. Donc, Lance, il prend le baquet d'Esteban. Ouais, Lance Stroll, ouais. Ça a commencé, du coup. 2018, Lance Stroll. Lance Stroll, c'est le gars qui a un CDI en Formule 1. C'est le gars qui se plante au tour de mise en grille. C'est le gars qui se tanque dans les graviers. Enfin, c'est lui, Lance Stroll. C'est lui le grand remplaçant. Un peu plus de Lance Stroll. Retour à la case départ pour Esteban, qui va encore une fois devoir se battre, étant donné qu'il va finir pilote de réserve, mais ce coup-ci pas pour Renault, pour Mercedes. Je rappelle que Toto Wolff le fait signer. Et, sans plus clair du temps, il va le passer dans le paddock. Et surtout au simulateur. Et rappelez-vous, je vous ai quand même dit qu'au simulateur, il n'était pas trop mauvais et son travail va être reconnu en tant que tel. Il faut dire aussi qu'à l'époque, Mercedes, c'est une doublette Bottas-Hamilton, ça gagne tout. Mettre un pilote qui est assez jeune, c'est plutôt compliqué. Il y a même eu des histoires comme quoi il serait trop grand pour faire des baquets, monoplace, enfin bref, c'était que du bullshit. Le gars, il est rentré dans toutes les Formule 1 avant et là, forcément, genre, il était trop grand, c'est compliqué. Bon. Mais Esteban, il lâche pas. Et en 2020, ça va payer. Le Renault va lui offrir une seconde chance et va lui donc offrir un baquet. Je précise ici, je parle de seconde chance, c'est pas tout à fait le cas. Il y a de la réussite, c'est sûr. Par contre, partir de la Formule 1, revenir en Formule 1, c'est pas commun. Donc, il faut bien comprendre une chose. Évidemment, il y a une part de réussite, je le répète. Cependant, il y a aussi une grande part de talent. Un travail au simulateur et dans l'ombre qui est reconnu. Donc, les équipes, ça, elles sont friandes de ça. Elles aiment ça. Et le mec est rapide. Et Esteban, il saisit bien sa deuxième chance, puisqu'en 2020, son premier podium va arriver en Formule 1 à Sakir. Sakir, c'est incroyable. C'est-à-dire que le Grand Prix était fou. Il finit deuxième de ce Grand Prix-là, c'était inespéré. C'est le Grand Prix où Pérez, du coup, lui, fait une remontée de fou furieux. Vraiment, toutes les conditions étaient réunies pour y arriver. Et Esteban, il a une qualité aussi, c'est qu'au départ, il est vraiment pas mauvais. Donc il arrive toujours à grappiller des places et pour le coup à éviter les accrochages. La course est d'une rare intensité et sincèrement super intéressant de voir comment Esteban a su tirer son épingle du jeu là-dessus. D'ailleurs, je pense qu'un jour on fera une vidéo sur le Grand Prix de Sakir en 2020 parce que c'était juste fou. Stroll finit sur le podium à Sakir. Je vais vous dire Enfin bref. En 2020, Esteban finira 12e grâce à ses performances au championnat pilote et Renault devra se contenter de la 5e place. Arrive 2021. Je pense que tu sais de quoi je vais parler. 2021, c'est l'année des gros changements. Renault change, devient Alpine Renault. Ok. Exit Ricciardo qui part chez McLaren. Et on retrouve Fernando Alonso, double champion du monde avec Renault à l'époque, qui revient un petit peu dans sa famille afin de glaner des prochaines victoires. Le fameux El-Plan. Le gars, il a 32 victoires, il veut sa 33e. Bon, spoiler, il court encore derrière. Les débuts sont formidables. Esteban et Fernando mettent tout en œuvre pour monter l'équipe et travaillent main dans la main, tout va bien, c'est super. Et il y a un prime de ça. Ce dimanche 1er août 2021. Le 1er août 2021, c'est un moment qui va rester gravé dans la légende du sport auto français. Esteban va s'imposer à ce Grand Prix-là, quasiment un an jour pour jour après la victoire de son compatriote Pierre Gasly. Encore une fois, les conditions elles sont folles, la course l'est tout autant. En gros, il se passe un truc incroyable, c'est qu'au départ, évidemment, il pleut, tout le monde est en pneu intermédiaire. Ok, d'accord, super. Sauf que le départ est donné, et là, gros carton, t'as 5 voitures qui vont au tas. Donc, évidemment, intervention de la voiture de sécurité, drapeau rouge, tout ce qui va bien. Le truc qui se passe par contre, c'est que la pluie elle a cessé, il pleut plus, et le parcours, il est en train de s'assécher. Hop, ils sont tous partis des stands, super, génial, magnifique. Tour de mise en grille afin de faire le deuxième départ après le drapeau rouge. Sauf que la pluie a cessé, donc à la fin du tour de mise en grille, tout le monde boxe pour changer les pneus. Sauf une personne, Lewis Hamilton. Ça donnera une image folle avec un départ de Formule 1 où il y a une voiture. L'image, elle est incroyable. Le mec, il est tout seul là comme ça. Il fait son petit choix stratégique pourri. Il est tout seul. Bravo, merci, c'est super. Ce petit jeu des arrêts au stand, Esteban sortira dans le top 5. Pendant que Lewis Hamilton, lui, avec son mauvais choix stratégique, il va devoir faire une remontée du futur. Bon, la Mercedes était capable à cette époque-là. Mais il va falloir qu'il fasse une remontée du futur. Sauf que Hamilton, ce qui se passe, c'est qu'au cours de sa remontée, il va croiser la route de Monsieur Fernando Alonso. Et Monsieur Fernando Alonso va lui bloquer le passage pendant quelques tours. Beaucoup de tours. Défendant comme un lion, Fernando Alonso fait tout pour que son camarade puisse l'emporter et retarde l'échéance au maximum. Esteban effectuera un pilotage remarquable et nous offrira ces quelques secondes magiques
gravé à jamais. Et il va être historique ce pilote. L'ultime accélération, elle est là, elle est là. La victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui. Eh oui, victoire d'un Français en Hongrie, il l'a fait. Merci Esteban et merci Julien Febvreau pour le commentaire derrière. Ce succès, c'est le succès d'une équipe. Les deux pilotes l'ont fait ensemble. Il y a des accolades, il y a des rires, il y a des larmes, tout est super. Et là, on est en train de se dire, waouh, Renault Alpine, c'est en train de décoller, on a une super doublette. Première victoire, c'est le début des grandes choses. Bon bah la joie va pas durer super longtemps. Fernando et Esteban ont de plus en plus de passes d'armes à travers la course. Les team radios sont de plus en plus agressives. Et surtout, l'organisation en interne est désastreuse. Ça change de patron toutes les 10 secondes, c'est pas le même directeur d'écurie. Il y a deux usines qui communiquent pas entre elles. Il y en a une qui fait le châssis, il y en a une qui fait les moteurs. Quand ça va pas d'un côté, c'est à cause de l'autre. Quand ça va pas de l'autre côté, c'est à cause de l'un. C'est une galère totale, quoi. Et ça, c'est que le début, hein, parce que du coup, par la suite, ça a fait que de se dégrader chez Alpine. Malgré tout ça, les deux pilotes vont faire leur maximum. Et en 2022, Alpine finira à une 4e place, ce qui était leur meilleur résultat depuis un bon moment. Malgré tout le bordel qu'il peut y avoir. Rebelote, changement en 2023. Exit Fernando Alonso qui partira chez Aston Martin. Et on rencontre monsieur Pierre Gasly. Et là, c'est une super nouvelle pour tous les Français. On a une équipe qui est 100% française, avec des pilotes 100% français, même 100% normands, et tout le monde peut se rallier derrière ce truc-là. Mais il y a un mais. Bah ouais, parce que Pierre et Esteban, pas trop mentionnés, mais Pierre et Esteban, quand ils étaient petits, ils étaient vachement copains. Ils roulaient ensemble. Et puis bah, du jour au lendemain, ils sont plus trop copains. Pas du jour au lendemain, mais ils sont plus trop copains. Et tout le monde s'interroge un petit peu sur comment ils vont s'entendre. Est-ce qu'ils vont pas se mettre des coups de poing ou je sais pas, ou des coups de roue. Enfin bref, c'est compliqué quoi. Après, les mecs qui sont copains, ils sont plus copains. Ça arrive, hein, on va pas se mentir, ça arrive à tout le monde. Hein. Le problème, c'est qu'en 2023, malgré les deux bons pilotes, bah, les organisations foireuses d'Alpine commencent à un petit peu émerger. Et malgré les pilotes qui vont essayer de maximiser chaque week-end tous les points, peu à peu, on sent que c'est plus du tout la 4e force du plateau. Et les résultats ne se font pas voir. Les deux pilotes mettent tout en œuvre, cependant, marquer des points tous les week-ends, c'est terminé. L'année 2023 sera surtout marquée pour Esteban par un podium à Monaco. Monaco 2023, c'est pas compliqué. Bon, c'est Monaco, donc tout se joue en qualif, hein, bien sûr. La qualif, elle est plus folle encore que le Grand Prix. On a tour à tour des pilotes qui prennent la pole. Esteban aura même la pole pendant un moment, jusqu'à ce que Verstappen, quoi. Verstappen, il a 2 dixièmes de retard, et dans le 3e secteur, il rattrape tout. Bah pour la course, tu te doutes bien, c'est Monaco. On dépasse pas à Monaco. Donc bah Monaco, tu pars 3e. Si tu te plantes pas sur la stratégie, t'arrives 3e. C'est simple. Il y a bien eu la pluie qui a essayé de venir à la fin, mais ça va pas trop perturber les équipes. Et là, on arrive en 2024. 2024. Mon Dieu. Les tests à Bahreïn, ils sont exécrables. La voiture, elle est abominable. Dernière. Et on entend quoi? C'est la faute du moteur, il manque 30 chevaux, il manque 20 chevaux, enfin bref. Quand ça gagnait 2-3 ans avant et que les moteurs sont gelés depuis quelques années, il n'y avait pas de problème de déficience. Enfin, c'est les problèmes d'interne, là, que je disais. C'est à cause du moteur et machin. Bah, c'est que l'équipe châssis, du coup, ils savent pas trop à qui donner la faute, donc bah, c'est à cause du moteur. 2024, tu sens qu'Alpine, ça perd son identité. On va pas se cacher. Ça commence à parler de changer de moteur, on va fermer une usine, on va prendre le moteur Mercedes et machin. Au début, c'est des rumeurs, et puis bah, spoiler, à la fin, c'est ce qui se passe. Bref, qui dit voiture abominable dit qu'il faut encore plus se battre pour marquer des points. Et forcément, les passes d'armes, là, elles vont se faire assez régulières. Et le point d'orgue des passes d'armes, il va arriver à Monaco. Et oui, Monaco encore. Monaco. On est au premier tour. Esteban porte une attaque sur Pierre, à un endroit qui n'est pas évident. Conclusion, ça se touche. Bon, bah, évidemment, ça frotte un peu, il se touche, il se percute même. Esteban décolle, casse sa voiture. Esteban paraît en tort. Pierre prend la radio, hurle. Voilà, bon, après l'adrénaline, tout ça, ça aide pas, hein, mais bon. On sent que le torchon brûle, quoi. Les consignes, a priori, étaient de ne pas s'attaquer. Voilà, bon, les deux pilotes veulent marquer des points. Moi, je juge pas, mais le problème, c'est que pour le public, ça marche pas, quoi. Esteban se prend une vague de critiques. Et puis, bah, en sous-marin, Alpine, ils vont œuvrer pour la fin d'Esteban, quoi. Ça va être fini pour Esteban chez Alpine en 2024. Malgré tout ce qu'on peut... voilà. Alors que c'était un peu le pilier du projet de base. Et ce départ de Alpine, j'avance un peu dans le temps, mais ce départ d'Alpine, il va vraiment être catastrophique, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'hommage qui va être rendu à Esteban pour tout ce qu'il a fait, en fait. Il n'y a pas vraiment d'hommage qui va être fait. Il n'y a pas de rétrospective sur ce qu'il a pu accomplir. On parle pas de sa victoire en 2021. On parle pas de tout ce qu'il a fait. Même Pierre dira
que ça manquait un peu de classe, quoi, on va dire ça comme ça. Ils vont même jusqu'à le dégager avant la fin de la saison. Hein. Il fera pas le dernier Grand Prix. Parce qu'il devait partir dans sa nouvelle écurie et que c'était la condition. Il fallait pas qu'il fasse machin. Enfin bref, c'était encore une fois, c'était des fausses excuses. C'est pas très propre, c'est pas très classe. Sauf qu'Esteban, en vérité, il va s'offrir une super fin. Et cette fin-là, elle arrivera un petit peu avant la fin de la saison pour le coup. Tout va se passer au Brésil. On est au Brésil en fin de saison, Alpine ils sont au fond du seau, il n'y a rien qui va. Pour couronner le tout, au Brésil, comme souvent, il pleut, il y a des rookies partout qui se crachent, le circuit ne demande qu'une chose, c'est de t'envoyer dans le décor. C'est incroyable. Et malgré tout ça, 2 pilotes vont sortir du lot. C'est bien Pierre et Esteban qui vont marquer au fer rouge ce fameux dimanche pluvieux. Au terme d'une course de folie avec des safety cars, des drapeaux rouges et beaucoup de pluie, les 2 pilotes vont terminer sur le podium, respectivement 2e et 3e. J'ai dit qu'il y avait 2 pilotes qui feraient le show. Il y a un 3e pilote, c'est Max Verstappen. Il part 17e, il finit 1er. Le gars, il est en bateau. Bon, voilà. Mais là, c'est la vidéo d'Esteban, donc doucement Max. Leur rivalité vient de se refermer. Et les 2 meilleurs amis devenus ennemis conclurent par un magnifique moment passé ensemble, clôturant de bien belles manières une histoire déjà magnifique et sauvant Alpine au championnat d'une déroute annoncée. Après un magnifique moment où ils ont bien fêté ensemble, Esteban va donc quitter Alpine. Esteban fait alors ses adieux à Alpine et rejoint l'équipe Haas, une équipe américaine. Haas, c'est l'équipe qui est un peu en fond de plateau, qui a toujours des bons projets, qui est motorisée par Ferrari et pas mal d'équipements aussi. Donc il y a un beau projet à construire ensemble. Esteban va avoir en plus de ça un rookie à côté de lui, donc il va pouvoir le faire progresser et endosser officiellement le rôle de leader d'équipe. Début de saison un peu compliqué, mais les deux ont l'air d'essayer de maximiser les points. Pour le moment, on en est là. On leur souhaite bien du courage. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Esteban, c'est un de mes pilotes préférés. Le gars est super classe, super calme, très posé. Par contre, derrière un volant, c'est un truc de fou, comme il lâche rien. C'est un pilote atypique qui a un parcours très compliqué, semé d'embûches, mais qui a jamais baissé la tête. Je sais que sa cote de popularité, elle n'est pas toujours au beau fixe et qu'il est souvent moqué sur les réseaux, les 10 secondes de pénalité pour Ocon, tout ça. Moi, j'aime pas du tout ce truc-là. Je trouve que franchement, c'est un pilote qui est rempli de talent. On a parlé du Brésil rapidement, mais en général, on dit que sous la pluie, il y a beaucoup plus de place qui est faite au talent du pilotage pur qu'à la voiture. Et on a pu le voir que pour le coup, il en a sous la pédale. Ce qu'il faut retenir d'Esteban, selon moi, c'est que c'est un pilote qui a jamais dit un mot plus haut que l'autre, qui s'est jamais forcément énervé, qui a toujours essayé de faire son taf du mieux possible. Une personne super pro, quoi. Un athlète de haut niveau, avec une personnalité discrète, voilà quelque chose de pas commun. Jamais un mot plus haut que l'autre, à l'image de cette sortie avec Alpine où il a jamais critiqué ça. Un pilotage hors du commun, à l'image du Brésil où justement la pluie a fait la part belle à son pilotage pur. Merci beaucoup Esteban. À seulement 28 ans, moi je pense qu'Esteban Ocon, il a une marge de progression encore et que on sait jamais, un jour on pourrait le voir se battre pour des podiums. Changement d'écurie, tout ça, on sait jamais. J'aimerais quand même conclure cette vidéo avec un petit fait. On a actuellement 3 pilotes français sur la grille. Et je trouve qu'on a trop tendance à critiquer nos pilotes français. On est peut-être trop exigeants, c'est possible. Mais il ne faut pas oublier qu'avec Pierre et Esteban, on a 2 des 3 pilotes qui ont marqué le plus de points, 2 des 3 pilotes français qui ont marqué le plus de points. Évidemment, le premier, c'est Alain Prost, 4 titres de champion du monde, il est encore un peu devant. Mais ils ont 28 ans, en fait, les mecs. Donc ils peuvent encore en marquer quelques-uns des points. Donc il faut profiter de tout ça, je pense qu'il faut les soutenir, ils en ont besoin et ils le méritent. Merci à tout le monde d'avoir regardé cet épisode. Si mon travail te plaît, tu peux laisser un commentaire, un abonnement, un like, ça m'aide énormément. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour d'autres histoires qui j'espère te passionneront.